Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle et dernière conférence de l'année. On est désolé pour le retard. Avant de commencer, je souhaite rappeler quelques règles afin que la conférence se déroule dans de bonnes conditions. Donc je vais vous demander à bien veiller à ce que vos téléphones soient en mode silencieux et je vous rappelle qu'il est strictement interdit de quitter la conférence avant la fin par respect pour notre invité. Gênant Débat a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Jean-Charles Decaux. Cette conférence traitera le sujet suivant, JC Decaux, enjeu de la publicité extérieure, et sera modérée par Wassim et Arsène. Évidemment, nous tenons à remercier Aurésis ainsi que Grenoble École de Management qui nous apportent un soutien toute l'année et qui nous permettent de réaliser ces événements. Et donc j'en profite aussi pour remercier la direction de GEM, ils sont nombreux à être présents aujourd'hui, ainsi que les collaborateurs de JC Decaux. Et donc à présent, sans plus attendre, merci d'accueillir notre invité du jour, Monsieur Jean-Charles Decaux, directeur général de JC Decaux Entreprises, numéro 1 mondial dans le secteur de la communication externe, ainsi que nos modérateurs. Et donc juste avant de laisser la parole à Monsieur Decaux, j'invite Hassan et Louis pour la présentation du billet d'humeur de notre invité. Je vous souhaite une excellente conférence à toutes et à tous. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence. Bonsoir, Monsieur Decaux. Alors, on va rapidement commencer par une petite présentation de notre invité afin que tout le monde sache qui nous avons avec nous ce soir. À 23 ans, après une licence de droit, une école de commerce, vous commencez à travailler pour JC Decaux en Allemagne, puis à Londres où vous viviez toujours. Hassan, tu t'es trompé là. Je parle pas du bon Jean. Là, tu parles de Jean-François Decaux. Bon, c'est pas de bon genre, si ce n'est pas vous, c'est donc votre frère, comme dirait La Fontaine. Je gère. Normalement, j'ai tout prévu sur la feuille. Vous faites une école de commerce aux États-Unis cette fois, puis votre service militaire au sein des chasseurs alpins. Hassan, non, toujours pas. Là, tu parles de Jean-Sébastien Decaux. Ah. Notre frère. Et on ne pourrait même pas dire que tu te rapproches de notre invité. Bonjour, Jean-Charles Decaux. Alors, je reconnais que vous êtes peut-être le Jean quelque chose de Decaux sur lequel il est le plus difficile de trouver des informations, mais Hassan aurait quand même pu travailler le sujet. Bref, vous avez un patronyme que l'on connaît et que l'on reconnaît tous. Il est inscrit aux 4 coins du monde. Faut avoir l'œil, hein, c'est en tout petit, en bas, en centre. Mais il est inscrit sur les aires d'autoroute, sur les arrêts de bus, dans les stations de métro, sur les trottoirs, sur les routes, dans les aéroports, et même sur les vélos libre-service. Vous faites désormais partie un petit peu du patrimoine architectural mondial. En tout cas, on doit en partie à votre famille une réelle métamorphose de l'espace urbain ces dernières décennies. À titre d'exemple, le concept même d'abribus publicitaire, ce qui peut être assez difficile à concevoir aujourd'hui, mais à la base, c'est votre idée. Enfin, votre idée, c'est surtout celle de votre père, avec laquelle il a développé l'entreprise. Car le JC de JC Decaux, on ne le tient pas de vous, mais de Jean-Claude Decaux. Il commence modestement en faisant la publicité du petit magasin familial à Beauvais et finit dirigeant dans l'entreprise numéro 1 de la communication extérieure dans le monde. Bon, c'est une vraie success story à la française, et en tout cas un self-made man des plus authentiques. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de votre père, mais bien de vous. Vous partagez aujourd'hui son héritage avec vos frères, Jean-Sébastien, qui dirige à Londres, et Jean-François à Milan. Sans oublier votre oncle, Jean-Pierre, pilier du conseil de surveillance de l'entreprise. Vous occupez quant à vous le poste de directeur général en France de l'entreprise. D'ailleurs, on avait une question pour Pâques. Vous préférez organiser plutôt un repas de famille ou une réunion du comité exécutif? Parce qu'il faut avouer que parfois on pourrait les confondre. Ah là là, les affaires de famille et les questions d'héritage. Alors, normalement, dans les fratries, ça a tendance à créer des tensions. Mais là, Louis, on est loin de la famille de Long, où on se déchire par médias interposés pour quelques millions d'euros. C'est vrai, chez les Decaux, pas de souci de cet ordre. Vous partagez équitablement avec vos frères la direction et la propriété de 66% du compte. Vous affirmez que vous êtes sur le même pied d'égalité et qu'entre vous, c'est 1% et tous pour 1. Vous êtes un petit peu les mousquetaires des temps modernes. Et si on s'arrêtait un moment pour parler vraiment de vous,
Vous rejoignez l'entreprise familiale en 89 et en 91, vous êtes nommé directeur général de l'UFC Deco en Espagne. Par contre, là on est vraiment en train de le féliciter pour avoir repris l'affaire familiale. Bien sûr que non. Car il est clair que vous ne déméritez pas. Et qu'on ne dise pas que vous vous êtes contenté d'hériter. Vous avez réussi à maintenir l'affaire familiale au sommet mondial et plus encore, à continuer à la faire prospérer. Vous avez construit, par croissance interne, l'ensemble des filiales en Europe du Sud, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient. Et en 2020, vous avez été classé meilleur PDG de la catégorie Small and Mid Cap dans le secteur des technologies, des médias et des télécommunications. Sous votre leadership, également, l'entreprise s'est lancée dans le vélo libre-service et est devenue leader mondial du secteur. Rien que ça. Vous avez également commencé à racheter une à une les filiales de votre principal concurrent, Clear Channel, en Europe. C'est donc aussi grâce à vous qu'aujourd'hui, JC Deco est ce qu'elle est. Une multinationale française présente dans plus de 80 pays, 4000 villes et un quasi-monopole sur l'affichage publicitaire, du moins en Europe. On a l'impression que la fibre entrepreneuriale vous a vraiment été transmise à vous et à vos frères par votre père, et qu'aujourd'hui, tout ce que vous touchez se transforme en succès commercial. Et c'est pour tout cela que c'est un réel plaisir et un honneur de vous avoir parmi nous ce soir. Vu l'intitulé de la conférence, je crois qu'il aurait été difficile de trouver un meilleur intervenant. Sur ce, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente conférence. Merci beaucoup. Merci Louis Hassan pour cette présentation. On va maintenant laisser place à M. Deco et à sa présentation. On s'excuse encore pour le retard par rapport à la conférence et on va enchaîner sans perdre plus de temps. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir d'être devant vous ce soir. Et comme vous disiez vos collègues ici, je suis désolé un peu de mon retard, j'ai été retenu par vos professeurs. Donc c'est pour la bonne cause. En tout cas, je voudrais évidemment laisser du temps pour nos échanges. Parce que, certes, une présentation que je vais vous faire va vous éclairer sur qui nous sommes et peut-être vous donner une vision un peu différente de ce que vous pouvez lire parfois. Parce que comme vous le savez mieux quiconque, puisque vous étudiez dans une école qui va derrière les sujets ou au devant des innovations, il est important de se forger sa propre opinion sur les sujets. Et c'est la raison pour laquelle vous avez sur cette première image, JC Deco, c'est une marque, mais c'est surtout un média utile et durable, et vous allez comprendre pourquoi il est utile et durable à la vie dans notre société. Alors, 3 sujets que je voudrais aborder ce soir, et que vous voyez ici sur vos écrans. Le premier sujet, c'est l'histoire d'une entreprise qui a inventé un nouveau secteur d'activité, qui a inventé un nouveau modèle économique. Et ça, c'est, je pense, très important pour vous en phase, évidemment, où vous êtes en train de construire vos connaissances, votre carrière professionnelle et votre carrière universitaire. C'est toujours intéressant de regarder les choses avec un biais différent. Et je crois que c'est une des caractéristiques très fortes de votre école. La deuxième chose que je voudrais entamer ce soir, c'est pourquoi notre secteur est un accélérateur de la transition. Certains vont me dire, mais pourquoi il va nous parler de l'histoire, vous allez mieux comprendre pourquoi dans les faits c'est une réalité. Et enfin, vers un futur plus désirable, parce que je pense que les nouvelles générations que vous représentez, que vous incarnez ce soir, ont véritablement la volonté de faire les choses différemment. Et vous avez raison, parce que chaque génération marque son époque. Et entre mon père, le fondateur de cette entreprise, et la deuxième génération que je représente ici devant vous ce soir, et l'ensemble de nos collaborateurs qui sont ici de la région et de la France, il est important de savoir que chaque génération doit marquer. Et si on fait comme la génération précédente, on ne fait pas bien. Ça veut dire qu'on ne sait pas s'adapter, qu'on ne sait pas se transformer. En quelques mots rapides pour laisser le temps à nos débats et à nos échanges. Je voudrais juste vous montrer en guise d'introduction. Souvent on parle de la vision, mais on peut se dire, mais c'est quoi la vision? C'est un truc commercial, marketing, mais c'est quoi la vision? Je voudrais vous montrer une petite vidéo de notre fondateur, mon père, qui en 72 parlait déjà de sa vision du modèle économique et de la communication extérieure. Il y a des publicités dans l'industrie parce que je pense qu'au XXe siècle, la publicité extérieure, par affiche, ne pourra demeurer que si elle est sous forme de service, d'un double service. Le premier, c'est l'information
public, et la deuxième, c'est le service rendu par la qualité téléphonique. Donc je vous ai fait cette courte vidéo pour que vous compreniez bien que dès 72, il crée son entreprise en 64. Et en fait, dès 72, au-delà d'inventer un produit ou un modèle économique, il y a une vraie vision, qui est une vision servicielle. En fait, comment j'améliore, grâce à un modèle économique, la vie des gens et leur quotidienneté au sein et au cœur des villes. Et ça, c'est un élément extrêmement structurant de notre histoire. Et donc là, vous avez sur cette illustration la complexité et finalement la finalité de notre mission et de notre raison d'être. C'est quoi en fait? C'est d'apporter à toutes ces parties prenantes une utilité du quotidien. Et avec un financement très original, qui est un financement à travers la communication des marques. Et donc, à l'heure où nous parlons des impôts, qu'on estime parfois être trop élevés, ou une pression fiscale trop importante, que ce soit au plan local ou au plan national, notre modèle économique pour les citoyens apporte des services et une utilité qui n'a pas de coût pour eux. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on pourrait dire si les citoyens ne payent pas, quelqu'un va le payer. Une ville, vous le voyez en dessous, où les compagnies de transport puissent parfois un financement qui est le nôtre, ou des recettes qui sont partagées avec elles, notamment dans le cadre des compagnies de transport ou dans le cadre des aéroports. Et puis enfin, vous voyez que les marques qui sont nos clientes, elles contribuent au financement de notre modèle. Et donc c'est bien la communication des marques qui finance une infrastructure légère pour le plus grand nombre sur l'ensemble d'un territoire, d'une ville, d'un aéroport ou d'une compagnie de transport. Alors, un sujet qui vous tient à cœur, les nouvelles générations. Mais où va la valeur créée par l'entrepreneur, par l'entreprise? Et contre toute attente, je veux vous montrer cette image, qui est, je pense, très illustrative, en fait, de la force de notre modèle et de notre entreprise à travers le monde. Qui est une entreprise sur 60 ans d'existence, qui a quasiment toujours réinvesti tous ses profits et tous ses bénéfices pour développer l'entreprise dans le monde, créer de l'emploi et créer de l'innovation. Donc vous voyez, sur 100% de ressources disponibles, 41% vos municipalités aux aéroports. Je vous parlais tout à l'heure du partage de la valeur avec nos clients. Vous voyez que le deuxième, ce sont les sous-traitants en bas à gauche et les fournisseurs qui contribuent et qui constituent l'élaboration de nos produits. 21% aux collaborateurs, 4% à l'État et aux collectivités, 3% aux entreprises du secteur et aux co-entreprises et 1% aux actionnaires. Et vous voyez bien là que c'est un modèle économique qui a une irrigation extrêmement large pour ses parties prenantes. Et ça, c'est le secret de la réussite en particulier du Télécom. C'est d'avoir toujours pris le risque d'entrepreneur, que ce soit la première génération ou la seconde génération, pour développer nos produits, développer l'entreprise. Un deuxième élément qui a été très important, ça a été d'essayer d'apporter, entre guillemets, le beau et le propre dans toute la ville. Et non pas que dans le centre-ville. Et donc, l'universalité du modèle, c'est le cœur de notre réflexion. Et c'est-à-dire que chez JC Deco, nous apportons un service sur l'ensemble du territoire d'une ville. Il n'y a pas ceux qui ont le droit aux abribus dans le cœur de la ville, et ceux qui n'y auraient pas le droit dans les extérieurs ou dans les quartiers périphériques. Et c'est un élément très important parce que ça n'existait pas avant JC Deco. Avant JC Deco, il n'y avait pas d'abribus publicitaires, mais il y avait des abribus dans le centre-ville, et il n'y en avait pas, il y avait des poteaux d'arrêt dans un certain nombre de périphéries. Et vous voyez ici qu'on a essayé d'apporter un service, mais surtout d'apporter une esthétique urbaine, une esthétique universelle. Et c'est très important aussi à l'heure aujourd'hui, où il faut apporter dans l'espace public du respect, le beau, et, comme vous le voyez ici, le design par les grands architectes et les grands designers. Je vais passer très rapidement sur cette image. Ça a été dit dans l'introduction de vos collègues. Vous voyez que l'entreprise a réussi à se hisser au premier rang mondial. Mais je dirais qu'une entreprise, retenez une chose, quel que soit son secteur. Et dans une ville comme Grenoble, vous allez comprendre ce que je vous dis, très facilement. C'est une montagne sans sommet. Donc, il faut plutôt toujours regarder vers le haut, en sachant qu'il n'y a pas de fin en soi, si ce n'est celle de donner du sens à l'action de votre entreprise. Et le sens de notre action, c'est d'apporter des services au plus grand nombre
sur des échelles de territoire et sur une échelle de territoire très large. Le premier rang mondial, c'est très bien, mais vous comprenez bien qu'on ne doit pas s'arrêter là. Parce que dès l'instant où vous arrêtez, sans mauvais jeu de mots, comme quand vous arrêtez de pédaler, ben la machine s'arrête. Et donc, il faut poursuivre l'effort. Comment nous poursuivons l'effort? Très intéressant de voir un deuxième élément, qui peut-être n'était pas dans vos réflexions quand vous êtes inscrit à cette conférence. Aujourd'hui, vous avez une taxonomie verte en Europe. La réglementation européenne, pour ceux qui sont familiers, c'est une réglementation qui est la plus stricte en matière de développement durable. Et vous voyez ici à l'écran que quasiment la moitié de notre chiffre d'affaires est déjà éligible à cette réglementation. C'est-à-dire un chiffre d'affaires qui, aujourd'hui, est reconnu comme étant positif pour l'environnement et pour la transformation de l'environnement. C'est une réglementation, encore une fois, extrêmement stricte. Et je vais le redévelopper tout à l'heure. Et vous voyez qu'en termes d'investissement, c'est la même chose. 50% de nos ressources en matière d'investissement sont dévolues à la taxonomie verte. Vous voyez ici les 4 grands secteurs d'activité du groupe. Ce sont les infrastructures légères, on en parlait tout à l'heure, la mobilité douce, les propriétés, la propreté et l'hygiène dans les villes, élément fondamental. Vous avez peut-être vu récemment que Bill Gates, notamment à travers sa fondation, travaillait sur l'hygiène dans les villes. Là, et sur notamment les sanitaires dans les collectivités locales, idée que nous avons développée depuis maintenant un peu plus de 35 ans. Et puis un soutien très fort au transport public. Parce que quand nous gérons la communication des marques dans les univers de transport public, nous partageons les revenus avec ces compagnies de transport, et donc nous les aidons à financer des nouvelles lignes de tram, des nouvelles lignes de métro, et de déployer finalement, contribuant à déployer leur activité. Et puis un impact très fort aussi sur notre écosystème au plan social. Le temps étant ce qu'il est, vous voyez ici sur cette image l'impact en fait socio-économique du modèle de JC Decaux, qui est une entreprise qui travaille beaucoup avec un écosystème local. Je sais que votre école est aussi sensible au formidable écosystème grenoblois et plus largement de la région. Mais vous voyez sur cet écran que nous le faisons à l'échelle de l'entreprise. Des milliers de fournisseurs, parfois très proches de chez nous en France, pour aider à concevoir et à développer nos produits. Un impact sur les salariés du groupe qui rejaillit sur les salariés à l'extérieur du groupe, avec le facteur que vous voyez ici à l'écran. Et puis, de l'investissement et encore d'investissement en France. Souvent, on parle de la France, on investit moins, les dites grandes entreprises ou les multinationales, entre guillemets, investissantes de France. Vous voyez que pour JC Decaux, c'est plus de 1 milliard d'euros qui sont investis en France sur les 10 dernières années. C'est donc des chiffres tout à fait important et considérable de notre secteur et de notre industrie. Vous voyez ici une chose qui nous est chère, et qui est chère à votre école encore une fois. Beaucoup de similitudes d'ailleurs entre votre école et l'histoire de notre entreprise, qui est que finalement, il faut savoir créer son propre vent. Pour ceux qui font un petit peu de boîte, vous comprendrez bien que créer son vent, c'est créer finalement des nouveaux produits qui vont rencontrer une demande. Une demande dans les villes, une demande auprès des marques, une demande auprès des compagnies de transport et des aéroports. Et vous voyez ici sur cet écran toute l'historique, et je vais vous passer évidemment individuellement le développement du groupe, mais vous voyez ici tout l'historique de l'entreprise. Et en fait, l'histoire de JC Decaux, c'est un mélange entre l'investissement massif, récurrent, quels que soient les cycles, quelles que soient les crises, on continue d'investir, donc du temps long, première chose. Et deuxième chose, c'est de l'innovation à la fois de rupture, des nouveaux produits, des nouveaux modèles, des nouveaux services, et d'investissement incrémental. L'investissement de rupture, c'est quoi? 4 produits dans notre histoire. Les abribus, les sanitaires entretien automatique, les vélos en libre-service et la signalétique dans les villes, parce que vous êtes trop jeune pour le savoir, mais dans les villes en France, il y a 40 ans, on se perdait. C'est un produit aujourd'hui qui a été évidemment maintenant remplacé par d'autres types de produits, mais toute la signalétique des villes de France était faite par JC Decaux à l'époque. Et donc vous voyez bien que ça, c'est des innovations de rupture, et ensuite vous avez des investissements de l'innovation incrémentale, c'est-à-dire que vous améliorez les produits, les containers à verre, les containers à piles, les points urbains de recyclage, les candélabres, toute une série de produits qui, eux, ont été plutôt des produits incrémentaux. Vous voyez ici, bien sûr, l'attention que porte notre groupe à ce qu'on appelle aujourd'hui la transition énergétique et le développement durable. Et vous voyez sur cette image des choses très concrètes.
non pas des projets pour demain, mais des choses aujourd'hui disponibles qui sont en train de s'installer à droite pour Paris et à gauche très prochainement, qui sont des abribus issus des filières de recyclage. Et donc, qui sont des abribus qui consomment, comme vous le voyez en termes d'émissions de CO2, entre moins 48 et moins 76% de CO2. Pour la partie sanitaire, des consommations d'eau ou des consommations d'électrique réduites de 2 tiers ou de 1 tiers. Donc une vraie conception de produits qui changent la vie des gens. Être dans une ville au quotidien sans ce type de produit à l'avenir sera évidemment difficile. Et puis sur Grenoble, plus précisément, des choses intéressantes avec de l'innovation incrémentale, avec les petites histoires, pour ceux qui prennent les transports en commun, et vous êtes nombreux à le faire, et vous avez raison, les distributeurs d'histoire notamment, et puis aussi tous les systèmes de calcul de pollution de l'air que vous retrouvez aujourd'hui dans les abribus, notamment le SMAG, que vous voyez ici à l'écran. Et donc, ça, c'est plutôt de l'innovation, évidemment, incrémentale. Alors, la deuxième partie, c'est pour vous montrer qu'on est un accélérateur de transition, puisque les marques utilisent nos produits pour communiquer. Aujourd'hui, 15% du patrimoine de voitures vendu en France est électrique. 95% de la communication porte sur les véhicules électriques ou les véhicules hybrides. On voit bien qu'aujourd'hui, pour produire du véhicule électrique, il faut communiquer dessus. Et il faut s'appuyer sur les médias pour le faire. Et vous voyez ici sur cet écran la vitesse de croissance de la communication extérieure. Ce que vous voyez en bas à gauche, le DOH, c'est le Digital Out of Home. C'est donc le Digital Out of Home que vous voyez à travers les écrans. Vous voyez que c'est la catégorie et le secteur qui croît le plus rapidement dans l'univers des médias. Et pour ça, il y a 5 raisons, plutôt 4. Premièrement, l'inventaire, la qualité de nos emplacements au cœur des villes. Deuxièmement, la croissance des audiences. De plus en plus de gens prennent les transports publics, de plus en plus de gens vivent dans les villes, de plus en plus de gens prennent le métro. Le métro de Shanghai, quand nous l'avons gagné, avec Jean-Michel Geoffroy qui est assis ici, qui était directeur général à l'époque de l'Asie et de la Chine en particulier, il y avait 1 million de voyageurs jour. Hier, 14,7 millions par jour. 1 million, 14,7. Only in China. Et vous vous rendez compte à quel point les audiences ont explosé. Donc quand les audiences explosent, bien évidemment, notre modèle économique doit les accompagner. Et puis ensuite la digitalisation, la mesure de l'impact et bien évidemment la data que nous pouvons aujourd'hui extraire, exploiter. Et enfin, une force évidemment qui est la présence à l'esprit dans l'espace public, qui est une forme, je dirais, de communication très forte qui vous permet de faire rayonner votre marque. D'ailleurs, les grandes marques digitales sont souvent nos premiers clients dans le monde. On y reviendra peut-être tout à l'heure. La communication extérieure, contrairement à ce que certains veulent laisser penser, c'est aussi le média qui a la plus faible empreinte environnementale. Nous n'avons pas besoin, pour faire notre métier, de méga data center. Vous le voyez ici à l'écran, par rapport aux autres médias, c'est une étude qu'a commandité l'Union de la publicité extérieure avec le cabinet KPMG. Vous voyez ici l'impact, en fait, sur les émissions de gaz à effet de serre en 2021, c'était le calcul qui avait été fait, sur l'ensemble de la chaîne de valeur des médias. Il est intéressant de constater que c'est aujourd'hui le média le plus efficace et le plus efficient par rapport à ses audiences et par rapport à ses caractéristiques. Les plus grandes marques nous font confiance à travers le monde. C'est une reconnaissance évidemment très importante pour le groupe dans ces géographies. Et puis, vous voyez que c'est un écosystème aussi qui s'engage. Vous voyez ici que ce soit la charte, évidemment, pour les réductions d'économies de consommation électrique dans les aéroports, dans les gares, dans les métros, mais aussi dans les villes, où vous voyez ici, ou pour les marques. Tout le monde aujourd'hui a une action très forte sur ce sujet dans ce domaine, et j'y reviendrai tout à l'heure dans quelques minutes. Mais aussi, c'est un engagement très fort que nous portons pour soutenir des campagnes d'intérêt général. Et vous le voyez ici à l'écran, hein, plus de 3500, là, l'audience de 850 millions d'utilisateurs, et vous le voyez ici, depuis 2022, une entreprise qui s'est beaucoup engagée dans les nouvelles lois françaises, notamment l'industrie verte et la loi climat et résilience,
pour accompagner la transformation de nos territoires. Parce que nous sommes un accélérateur de transformation des territoires. Et vous le voyez, ces questions sont évidemment extrêmement importantes pour nous. Je vous disais tout à l'heure, j'étais allé un petit peu vite, c'est 3667 campagnes gracieuses au profit de 680 ONG. JCDecaux donne la parole aux ONG qui veulent s'exprimer et qui n'ont parfois pas toujours, évidemment, les ressources pour pouvoir le faire. Et ça, c'est une grande fierté pour notre entreprise. Et nous sommes d'ailleurs un partenaire officiel du Fonds conjoint de l'ONU. Comme vous le savez, il y a les 17 grands objectifs du développement durable, ce qu'on appelle les 17 ODD. Et donc, dans ce cadre-là, l'entreprise soutient et poursuit les grandes missions de transformation qui ont lieu à travers ces initiatives. Un sujet qu'on a mis à la portée de nos clients, qu'ils soient grands, moyens ou plus petits, c'est le calcul d'empreinte 360. C'est-à-dire, quand je fais une communication pour ma marque, qu'elle soit locale, 50% par exemple de la communication sur les condoms sont des annonceurs locaux, qu'elle soit régionale ou qu'elle soit nationale, peuvent passer par le calcul d'empreinte sur mes consommations électriques, mes consommations d'eau, mes consommations de papier, comme vous le voyez ici, mon empreinte économique globale. Et ça, c'est quelque chose qui a été mis en œuvre depuis maintenant 3 ans en France et que nous étendons à l'échelle de la planète pour être capable de montrer, évidemment, l'empreinte d'une campagne chez JCDecaux versus une campagne dans les autres médias. Nous nous sommes aussi engagés pour la sobriété énergétique, mais depuis longtemps. Il faut que vous sachiez que depuis plus de 20 ans, JCDecaux, en fait, récupère le pluie sur les toits de ces implantations en région pour nettoyer nos mobiliers urbains. Et donc, nous sommes depuis bien longtemps quasiment autosuffisants en consommation d'eau, avant même que tout le monde s'en préoccupe. Même chose pour le sujet énergétique. L'entreprise s'est engagée, et vous le voyez ici, dans dans une chasse aux économies d'énergie très importante, avec une transformation complète de nos systèmes d'éclairage grâce à la technologie sur ces questions. Et vous le voyez ici avec des résultats qui sont très proches. Il faut savoir que d'ores et déjà et désormais, l'ensemble de notre parc est équipé d'horloges pour pouvoir évidemment réguler l'intensité lumineuse de nos objets. Vous le voyez ici aussi sur cette image, avec des engagements importants des grands opérateurs de transport, que sont la SNCF, que sont la RATP ou d'autres organismes régionaux, et puis, bien dire, votre serviteur, l'entreprise JCDecaux. Donc, un engagement de la maison de tous les instants. Le troisième point, et pour finir, finalement, c'est quoi de transformer un modèle économique? Vous allez voir ici, en fait, la stratégie de l'entreprise, c'est 3 grands enjeux. D'abord, c'est comment on crée des lieux de vie plus durables. Je pense qu'on sera toujours d'accord pour le faire. Et c'est développer aujourd'hui des mobiliers que vous voyez ici et des services utiles pour tous. Vous ne pouvez pas être sur le domaine public si vous n'êtes pas utile. L'utilité sur le domaine public, c'est votre légitimité. Et sans légitimité, vous ne pouvez pas être sur le domaine public. Le deuxième sujet qui est important, c'est de promouvoir une communication des plus responsables. Et ensuite, bien évidemment, les audiences qui sont les nôtres sont décisionnaires. Deuxième élément, c'est une empreinte environnementale optimisée. Comment finalement je déploie ma stratégie d'impact pour être en 2030 à moins 46% par rapport à là où j'étais en 2019, puisque notre premier calcul c'était 2019, et en 2050 à moins 90% de là où j'étais en 2019. C'est un enjeu majeur. Scope 1, 2 et 3 pour ceux qui sont familiers avec cette donnée. Et puis, maîtriser aussi tous nos impacts environnementaux sur notre chaîne de valeur, nos fournisseurs, nos partenaires, parfois nos clients. Et le troisième sujet est un sujet important quand vous êtes présent dans quasiment 3500 villes, plus de 80 pays dans le monde, c'est pour une culture de responsabilité de notre écosystème. Que finalement, la croissance en conscience, c'est quand même aujourd'hui ce sur quoi il faut travailler. Moi, je pense qu'il faut continuer de croire au développement. Et là-dessus, il y aura des débats, certainement des questions. Je pense qu'on peut croître, toujours continuer à se développer, sans et en réduisant nos émissions. Et d'ailleurs, c'est ce que nous sommes en train de faire, à une échelle importante. Et les entreprises, je vous invite à le regarder très attentivement, souvent sont brocardées,
mais sont souvent plus vertueuses que beaucoup d'autres acteurs des parties prenantes, qu'elles soient publiques ou privées. Et enfin, adopter une communauté exemplaire dans nos foyers de se développer avec le respect des territoires dans lesquels vous vous situez. Ce sont les trois grands points de la stratégie RSE, avec, comme vous le voyez aujourd'hui, près de 50% déjà d'alignement. Là, vous voyez notre courbe de baisse de réduction. Vous voyez qu'en 2030, on devrait avoir baissé de 60% le scope 1 et 2, et de 46% le scope 3, le scope 3 intégrant toute la logistique de toutes nos parties prenantes, y compris nos salariés, en matière de déplacement. Donc on a des enjeux très importants pour leur amener à 90% au plus tard en 2050. Donc on voit bien que quand vous pensez JC Deco, et c'est ce que l'on fait au quotidien, il faut penser l'écosystème de JC Deco. Pas uniquement votre petite entreprise ou votre grande entreprise, parce que ça ne suffira pas pour atteindre les objectifs qui sont les nôtres dans la transformation que nous vivons. Je voudrais vous montrer une slide qui, je pense, vous montre que ce que je suis en train de vous dire là, ce ne sont pas des incantations, ce sont des faits qui sont mesurables et objectifs. Et vous voyez ici que l'entreprise, depuis très longtemps, est classée A dans les plus grosses catégories. C'est le Carbon Disclosure Project, qui est un des organismes de notation les plus importants. Et je ne vous ferai pas la liste de tous les autres, mais pour vous montrer notre sensibilité sur le sujet. Là, j'ai un sujet pour lequel je pourrais tenir très longtemps, mais le temps nous est compté. Et donc, aujourd'hui, un de nos enjeux, nous, chez JC Deco, c'est que la commande publique, ceux qui sont les donneurs propres, puissent se préparer à passer les marchés publics différemment. C'est-à-dire que si on veut avoir cette trajectoire, il faut que la commande publique soit formée à l'achat vert, à l'achat moins impactant. Et donc on voit bien que depuis un certain temps maintenant, 61% des appels d'offres en France ont des critères environnementaux évalués. On voit bien qu'ici à Grenoble, une ville qui avait fait un choix à l'époque, qui a été un choix de la publicité sur les objets serviciels. Par exemple, les abris voyageurs que vous connaissez et que vous utilisez. Et vous voyez ici quels étaient les critères de notation. Et là, on peut se dire qu'il y a une forme d'alignement entre ce que certains disaient et ce que la commande publique a fait en l'occurrence dans le cas précis, dans le cas local. Toujours difficile en 20 minutes de vous dresser le tableau d'une entreprise qui a 60 ans et qui est présente dans autant de géographie, mais une des caractéristiques de l'entreprise, c'est bien évidemment ses forces humaines au sein du groupe. Le groupe JC Deco a fait le choix d'être une entreprise intégrée. C'est-à-dire que tous les métiers à valeur ajoutée sont des métiers dans lesquels JC Deco a des fonctions représentatives et un engagement de ses collaborateurs. Donc nous n'avons pas recours, je dirais, à de la sous-traitance sur les fonctions qu'on estime particulières. C'est pour ça que vous voyez d'abord une diversité des métiers de plus de 400 métiers. Parce que vous avez une multitude de métiers au sein du groupe qui fait sa richesse et une multitude de compétences et d'expertise. Et vous voyez que c'est une entreprise qui a un niveau d'embauche, et ça c'est que pour la France, très élevé en 2023. Vous voyez qu'il y a une absence de précarité avec quasiment 96% de CDI, et vous voyez qu'il y a une forte fidélité au groupe, parce que c'est une donne importante, c'est une entreprise qui est incarnée, c'est une entreprise qui a des valeurs fortes, qui a des convictions fortes, que l'on partage le plus souvent, ou parfois que l'on ne partage pas, mais si on la partage, vous voyez qu'on y est fidèle. Et puis, une mixité femmes-hommes encore imparfaite, mais toujours en progrès, avec, vous le voyez, en dehors des personnels de terrain, parce que malheureusement, c'est une population qui est plutôt masculine aujourd'hui. Quand je dis malheureusement, vous m'avez compris. C'est 44% de femmes au sein du groupe, 56% d'hommes. Et si vous le regardez au niveau mondial, c'est plutôt 52. Et là, vous voyez la mixité française. Donc, vous voyez ici une grande, je dirais, équité salariale. Il n'y a pas d'écart entre les salaires hommes-femmes chez JC Deco. Voilà. Donc ça, ça mérite d'être clair et ça mérite d'être dit, et c'est important. Et puis, on a le plaisir aussi de recruter, évidemment, via nos plateformes. Je vous invite, pour ceux qui, quand vous terminerez vos études, de nous rejoindre. C'est une entreprise fantastique, une entreprise qui ouvre un choix très vaste dans ce que vous pouvez faire, entre l'activité, évidemment, technologique, comme on a dit tout à l'heure, mais je n'aurai pas le temps, mais il y aura des questions dessus, je passerai du temps. En tout cas, comme vous le voyez ici, c'est une entreprise, je crois, assez unique dans son métier, qui a inventé un nouveau métier, une entreprise leader, et puis surtout un modèle
de responsabilité et qui engage toutes ces parties prenantes avec une redistribution, vous avez vu, de la valeur créée, qui je crois est très importante, la fameuse slide que je vous ai montrée tout à l'heure, et qui prône une croissance, pas avoir peur de le dire, pérenne, durable et responsable. Et puis enfin, vous retrouvez là le slogan de la maison, l'utilité et la durabilité, qui sont, je pense, deux éléments fondamentaux et transgénérationnels. Parce que si vous arrivez à les faire travailler ensemble, finalement toutes les générations se retrouvent, c'est bien ça aussi faire société. Merci de votre attention, j'ai tenu en moins de 20 minutes, et maintenant c'est à vous, je crois, de m'interroger, je pense. On va sauter une étape à savoir une question. On va directement passer aux questions du public. Donc je vais demander aux personnes déjà dans les doigts de se lever, de distribuer le micro. Vous avez juste à lever la main. Il nous reste 7 minutes dans cette conférence. Donc Monsieur Decaux, je vais vous demander d'être concis pour répondre à un maximum de questions. Voilà. Bonsoir, merci pour cette... je suis là. Donc, merci. Est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Voilà, c'est ça. Donc merci pour cette présentation. Vous avez fait action tout à l'heure à Grenoble à plusieurs reprises. Effectivement, Grenoble a fait le choix de retirer ses panneaux publicitaires en 2014 à l'arrivée de l'actuel maire à la mairie. La question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'il y a une tendance globale, parce que c'est une première européenne à l'époque, et je veux savoir, est-ce qu'il y a une tendance globale en Europe et dans le monde d'essayer de limiter au maximum cette pollution visuelle, et je voudrais savoir quelle est l'intervention de JC Decaux concernant cette question. Et puis, concernant la pollution visuelle, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi la pollution visuelle? Est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre état de l'art sur la question? Oui, JC Decaux. Ça va être dur d'être concis, mais je vais essayer d'être précis. Première chose, je ne considère pas que la communication des marques dans l'espace public aujourd'hui est une pollution visuelle. Après, tout est une question de mesure, de contenu, de contenant et de rejoindre, je dirais, l'utile et le durable, et le serviciel. JC Decaux a toujours été une entreprise qui a prôné une publicité de taille plus réduite. Le format que vous connaissez, c'est un format inventé par notre fondateur, à l'époque où il existait des formats de 24 mètres carrés. Vous n'avez pas vu, globalement, notre entreprise se positionner sur ce type de format en France, historiquement. Deuxième élément de réponse qui est très important, c'est que nos produits ont une vraie légitimité dans l'espace public. Ils ont un mode de financement qui est original à travers la publicité, mais quand vous traversez, je pense, la ville de Grenoble aujourd'hui, ou beaucoup d'autres villes, ce n'est pas les mobiliers urbains publicitaires souvent qui créent la pollution visuelle. Ça peut être une multitude ou une foultitude, par exemple, de préenseignes qui sont assimilées à la publicité, mais qui ne sont pas de la publicité. Donc il faut qu'on fasse attention de quoi, qu'est-ce que nous voulons. Nous pensons, comme notre fondateur le disait dans cette image en 72, que dès l'instant où la communication des marques dans l'espace public est raisonnée, elle est responsable, et elle a un apport serviciel pour la collectivité, nous pensons qu'elle ne constitue pas de la pollution visuelle. Par ailleurs, sur l'exemple de Grenoble, le maire de Grenoble a fait le choix en son temps de ne pas renouveler, non pas d'interdire la publicité sur l'espace public. Force est de constater que ce n'est pas ce qui existe aujourd'hui dans la ville de Grenoble. Mais il a fait un choix qui était de ne pas renouveler un de nos marchés. Ce qui a parfois été assimilé, à tort ou à raison, je vous laisse juger parce que vous êtes tout à fait éclairé pour le faire, comme un arrêt de la publicité à Grenoble. Il a fait un choix légitime, qui lui appartenait, il avait été élu maire et il n'a pas voulu renouveler un marché dans sa ville. Force est de constater qu'il a remplacé par des produits différents pour sa communication municipale, puisque sur le mobilier urbain, vous avez des services où 50% du temps qui est pour la collectivité locale et pour la promotion de ses activités municipales, culturelles, paraculturelles, associatives, sportives, qui font partie de la société dans une ville. Et donc, c'est un choix politique qu'il a fait. Je le respecte, je me dois de le respecter. Je ne le partage pas totalement parce que force est de constater qu'il a été obligé de réacheter avec de l'argent public des supports pour faire la promotion, finalement, de ses activités municipales, culturelles, paraculturelles. Et puis, il a pris aussi l'activité locale. 50% de nos clients sont des annonceurs locaux. Mais c'est un choix qui est tout à fait respectable. Alors après, la question, c'est est-ce qu'il a été suivi? La réponse est non. Jamais l'entreprise JC Decaux n'a eu autant de désirabilité dans ses produits à travers le monde, et en France en particulier. C'est-à-dire qu'on nous demande de plus en plus de mobilier urbain,
Plus aujourd'hui qu'on nous en demandait en 2015 ou en 2005 ou en 1995. Les villes aujourd'hui ont besoin de s'équiper. Et notre modèle économique est très vertueux pour cela. Et d'ailleurs, la réglementation européenne ne s'y trompe pas, puisque 50% de notre chiffre d'affaires est éligible à la taxonomie verte, qui a été édictée quand même pour être très restrictive. Et je pense que, en fait, ce qu'il faut réussir à faire, c'est d'essayer de réconcilier nos positions. Regardez par exemple, qui a mis des millions de gens sur des vélos en France? Et ne prenez pas mon propos comme présomptueux, je ne pense pas que je le suis. Mais qui a mis des millions de gens sur les vélos? C'est JC Decaux. Des millions de gens. Avant le Vélove à Lyon, hommage au défunt Gérard Collomb, seul maire en Europe à avoir pris un risque d'installer 4000 vélos dans sa et sur son territoire. C'était en 2005. Certains l'ont pris pour audacieux, d'autres pour plus que ça, ou moins que cela. Force est de constater qu'il avait raison. Et qu'on a mis des millions de gens. On n'a pas mis 4-5 vélos dans un parc pour aller se promener. Il a mis des millions de gens et des millions de jeunes sur le vélo à Lyon. Et qu'est-ce qui a financé le succès de Lyon? Ça a été un tarif très économique. Je rappelle qu'il a lancé à 5 € abonnement annuel, parce qu'il était financé par l'équation économique de la communication des marques sur le reste de l'équation du mobilier urbain. Et donc je pense que vous, mesdames, messieurs, les jeunes générations d'aujourd'hui et de demain, ce que vous devez comprendre, c'est n'antagonisez pas les positions. Réconciliez-les. Parce qu'en les réconciliant, vous êtes beaucoup plus forts que vos aînés. Vos aînés se déchirent parfois sur des constats stériles. Parce qu'on ne fait société que dès lors où on débat, on se respecte et on reconnaît les choses. Et d'ailleurs, un bon nombre d'élus, notamment écologistes, reconnaissent que JC Decaux a mis des millions de gens sur un vélo. Et d'ailleurs, dès l'instant où vous retirez le financement hybride, vous augmentez la tarification à un niveau tel que vous faites, vous découragez certains utilisateurs. Donc oui, monsieur, ma réponse n'était pas concise, mais elle était précise, j'espère. Je pense que la communication des marques n'est pas une pollution visuelle, que ça n'est pas le bon débat, parce que de toute façon, si elle n'existait pas, il faudrait globalement financer l'intégralité de ces infrastructures légères par de l'impôt local ou par une contribution financière des usagers. Je ne suis pas certain que tout le monde soit prêt à le faire aujourd'hui. C'est un choix de société que l'on peut respecter. La preuve, c'est que parfois, nos prestations sont payantes pour les villes qui veulent les payer. D'ailleurs, certaines villes payent les vélos. La ville de Paris a fait le choix maintenant de louer les vélos. À l'époque, ça lui rapportait de l'argent. Aujourd'hui, ça lui coûte des millions d'euros par an. C'est un choix respectable. Merci pour votre réponse. Il est maintenant 18h30, donc je vais vous laisser le choix, monsieur Decaux. Est-ce que vous voulez qu'on conclue maintenant la conférence pour vos impératifs, ou est-ce que vous vous sentez capable de répondre à une autre question? Je suis capable de répondre à une autre question. C'est bon? Je pense que ça y arrive. Allez-y, madame. Donc, je suis un start-upper qui est incubateur par Incubadel. Et j'arrête, je suis éditeur, je travaille avec vous. Et c'est possible que je peux travailler avec vous aussi. C'est magnifique. Alors, je ne vais pas faire une réponse qui serait facile. Je vais vous dire, madame, d'abord, merci je vais vous laisser ma carte. Vous m'écrivez un mail. Nous allons vous répondre. On va vous connecter avec les gens compétents qui peuvent parler avec vous. Puis on va voir ce qu'on peut faire ensemble. On rencontre 300 startups par an. Et un certain nombre d'entre elles travaillent avec nous au quotidien pour développer des produits, de solutions, de services. Voilà. Et on peut encore en prendre une parce qu'elle était très courte. Allez, on s'en rajoute une. Bonsoir, monsieur Decaux. Oui. Tout là-haut. Pardon, tout là-haut, je vous Merci beaucoup pour ce soir. Je suis un ancien de GEM et entrepreneur de voix également. C'est très inspirant en tant que jeune entrepreneur. Vous l'êtes encore, hein, d'être là ce soir. Je suis encore entrepreneur ou jeune? Je voulais savoir, à votre avis, comment vous pouvez accompagner les opérateurs de transport à rendre les transports plus accessibles à tous, notamment les personnes qui sont en mobilité réduite, jeunes familles en poussette, seniors, la tendance démographique et le vieillissement. Comment vous pouvez accompagner les opérateurs pour que les abribus soient aussi des supports d'information aux voyageurs adaptés à eux? D'abord, c'est une excellente question et c'est une nécessité. Vous avez vu que nos sanitaires en transport automatique sont depuis des années accessibles, bien évidemment, aux personnes à mobilité réduite, d'une part,
Deuxièmement, aux malvoyants de notre part. Vous avez vu aussi sur nos abris voyageurs ici à Grenoble, dans d'autres villes de France, bien évidemment, on a conçu et réfléchi le produit avec des ergonomes spécialisés, notamment des personnes en difficulté ou à mobilité réduite, pour pouvoir le rendre accessible à tous. Donc comment on fait très concrètement? On a des partenariats et des groupes de travail avec des personnes ou des personnalités qui sont évidemment ou malvoyantes ou à mobilité réduite, et on travaille avec elles pour rendre nos produits ergonomiquement. Par exemple, sur cet abribus, vous voyez qu'il n'y a plus de glace de retour, comme il peut y en avoir encore sur certains arrêts. Et ça, c'est pour faciliter notamment l'accessibilité des personnes en mobilité réduite sur nos mobiliers urbains, dès l'instant où ils ont un sol descendant dans les bus, etc., que vous connaissez. Donc on travaille vraiment sur ces questions d'arrache-pied pour pouvoir évidemment y apporter la réponse la plus universelle possible. On va conclure la conférence. On a pour habitude en fait de laisser le mot de la fin à nos invités. C'est très simple. Vous êtes face à des future managers pour la plupart. Qu'est-ce que vous aurez à leur dire pour leur avenir en un seul mot? Prenez votre risque, mais mesurez-le. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre présence. On remercie également nos partenaires, le Crédit Mutuel, Oresis et bien sûr Grenoble École de Management, sans qui cette conférence n'aurait pas été possible. Et merci à tous pour votre patience. On s'excuse encore du retard. Voilà. Et si vous voulez candidater, n'hésitez pas. Voilà. En tout cas, vous avez une super école. Je n'ai pas eu le temps de remercier votre directrice générale. Merci de votre invitation. Et encore une fois, c'était intense et dense, mais j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous écrire si vous souhaitez le faire, on vous répondra toujours et rapidement. Merci à vous. Merci.